à tout le monde. Aujourd'hui, pour moi, une très grande joie d'accueillir une figure, j'imagine, très connue en la personne de Madame Marion Sigaud. Bonjour Madame, Bonjour, vous allez bien? je vais bien, je vous remercie. Magnifique. En tout cas, vous êtes radieuse aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le redis ici à l'antenne. Alors Marion Sigaud, est-ce nécessaire encore de vous présenter en Oui, quelques mots, en quelques mots? Alors, vous direz aussi vous-même ce que vous souhaitez dire de vous, mais en tout cas, vous êtes un écrivain, euh, mhm. auteur d'une vingtaine d'ouvrages, me Presque, semble-t-il. oui, je suis en train d'écrire le 20e. Voilà. Et puis, une personne qui a fait un parcours très riche, qui a étudié l'histoire, spécialisé, me semble-t-il, à partir du 18e, avec aussi une vision assez critique, je crois même, de Voltaire. Oh, c'est Euh, rien de le dire, c'est un euphémisme. Et puis, c'est un euphémisme, oui. surtout, je dois dire de mon côté, quelque chose qui pour moi est véritablement un cap que je vous reconnais, une femme de conviction, une Hmm. femme qui a toujours une permanence, une stabilité, et je crois que dans votre vie, vous n'avez jamais visé la popularité, mais vous avez visé justement le réveil de certaines consciences parfois un peu assoupies. Et puis, je dirais qu'un verset me revient en vous lisant ou en vous écoutant, c'est ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je crois qu'aujourd'hui, vous prenez soin du plus petit, du plus faible, de celui qui bien souvent aujourd'hui est celui que l'on n'écoute pas, que l'on ne protège pas. Alors, quelques Alors, mots peut-être sur vous. je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais je voudrais spécifier. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu la popularité, mais c'était que la popularité au détriment de la vérité ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'en fait, je suis une chercheuse de vérité, et si on me demande de résumer mon combat depuis le début, mon combat depuis toujours, c'est chercher la vérité et la dire. Magnifique. Et on peut me résumer à ça. Donc, si la popularité vient, c'est tant mieux. Si elle ne vient pas, elle ne viendra pas. J'en suis arrivée à me demander si mon absence de visibilité dans les grands médias n'est pas ce qui m'a jusqu'à présent sauvé la vie. C'est bien C'est possible. certainement une sorte de protection. C'est certainement une sorte de protection. Et moi, ce qui m'importe, c'est que mon message passe. Et vraiment, ce qui m'importe, c'est que mon message passe. Et là, il passe. Clairement, il passe. Je vois bien, on ne parle plus de Voltaire comme on en parlait avant, on ne parle plus des Lumières comme on en parlait avant. Il est bien évident, toute la vérité sur Kinsey, qui était vraiment, en France, c'était une connaissance tout à fait marginale. Enfin, il y avait des gens qui savaient pour Kinsey, mais c'était absolument marginal. Maintenant, de plus en plus de gens sont au courant de ce de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui se trame. Et c'est mon combat d'avoir introduit ça en France, hein, c'est clair et net. Même s'il y a des gens qui ont plaisir à essayer de se l'approprier, c'est quand même mon travail. Et que je n'en tire pas de gloire, ben, c'est peut-être aussi ça qui me protège également. Parce que les gens qui sont trop exposés sont vraiment en danger. Sont vraiment en danger. Voilà. Donc, aussi longtemps que le bon Dieu veut bien de moi pour continuer ce combat, ben, il me protège à sa manière et je peux continuer. Donc, moi, mon combat, c'est chercher la vérité et la dire. Tout est là. Tout est là. Et c'est une bien belle mission aujourd'hui, surtout dans cette société qui se perd un peu et qui est complètement déracinée avec beaucoup de valeurs qui se sont perdues. Voilà. Donc le supermarché des consciences, des religions et puis même d'un déracinement anthropologique, je crois qu'aujourd'hui, ça doit nous parler. Hein. Oui, 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 oui. Mais on vit surtout, je crois, que la caractéristique du temps qui est le nôtre, on est en train de vivre la découverte de l'énormité des mensonges. C'est-à-dire qu'on vit sur du mensonge, donc qui est le diable est le père du mensonge. Hein, je crois que nous nous comprenons. Euh, le règne du mensonge est en train d'arriver à sa fin. C'est-à-dire c'est l'apocalypse, hein, c'est la révélation. Tous les mensonges sont mis à jour. C'est vertigineux. C'est vertigineux. C'est vertigineux ce qui est en train de se passer. Il ne se passe pas une journée sans une nouvelle révélation. Et même moi, qui pourtant suis pas tombé de la dernière averse, parce que ça fait un moment que je suis au courant de beaucoup de choses, j'arrive encore à tomber de l'armoire. J'arrive encore à découvrir des choses qui m'ébobissent, quoi. C'est l'intérêt et c'est le danger également la période que nous vivons, parce que trop de révélations peut mener au désespoir, et le désespoir est la chose qui nous est rigoureusement interdite. Il est Absolument.
interdit de désespérer. Quand le désespoir me prend, je me roule en boule et j'attends que ça passe. C'est une Et bonne réaction. C'est une bonne réaction. Alors peut-être, je ne prends aucune décision de quoi que ce soit quand je suis dans une phase de désespérance, qui, comme tout le monde, m'arrive. Hein. Vous avez des vagues qui passent et puis, ah, ça y est, j'y crois plus et tout. Je me roule en boule, j'attends que ça passe et je reprends par la suite. Voilà. alors peut-être une première question après cette introduction et cette mise en bouche. Comme historienne, comment percevez-vous la période dans laquelle nous vivons, spécialement en Europe occidentale, tous ces pays qui se disent sécularisés, modernes, et pouvons-nous expliquer à partir, je dirais, de quel moment cette société, sous l'impulsion d'un nouveau paradigme, a-t-elle commencé à se couper des fondamentaux moraux, anthropologiques? Est-ce qu'on arrive à expliquer ça? Moi, je crois que c'est la Révolution française. C'est le point de départ que je vois, mais des points de départ, on peut en voir plein, hein, surtout quand on fait de l'histoire. On dit non, ça a commencé 100 ans avant, non, puis encore 150 ans avant. Donc, mais moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que c'est la Révolution, dans ce sens qu'elle a cassé ce qui était avant, mais elle n'a pas pu remplacer tout de suite. Donc, elle a remplacé ce qu'elle a cassé, petit à petit, progressivement. Et là, on est au bout de ce remplacement. C'est-à-dire que la période qu'on vit, c'est comme si on était en train de boucler une boucle. On est en train de boucler une boucle. Tous les mensonges, tout ce qui nous a été inculqué à partir de la Révolution française arrive à son point de rupture, son point d'aboutissement. Maintenant, il faut que ça casse. Maintenant, il faut reconstruire. Il faut reconstruire. On arrive au bout d'une logique. Je pense que la société d'Ancien Régime, qui était, et Dieu sait, loin d'être idéale, hein, elle avait une cohésion qui se faisait autour du clocher, elle avait une cohésion qui se faisait autour du roi, et la Révolution a cassé cette cohésion. On a remplacé le bien commun par le moi d'abord, par le profit. À partir des Lumières, avant ce qui était bien, c'est ce qui était bien pour le plus grand nombre. À partir des Lumières, moi, ce qui est bien, c'est ce qui me rapporte, c'est ce qui va me faire plaisir. Et toutes les révolutions successives, je pense notamment à la révolution sexuelle des années 1970, c'est la continuation de ça. C'est qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est ce qui me fait plaisir à moi. C'est comme je le sens. C'est comme je le sens. La Révolution française, c'est ça déjà. Qu'est-ce que le bien? Celui qui va gagner beaucoup d'argent parce qu'il a réussi à créer une entreprise où il va écraser beaucoup de gens et faire beaucoup de sous. Ben lui, il est bien. Lui, il est bien parce que c'est à son aune, à lui, ce qu'il fait est bien. Et au niveau des mœurs, on a continué, enfin depuis la Révolution, on a continué à tout fiche en l'air. Et la Révolution, la dernière révolution qu'on a vécue, c'est la révolution sexuelle, qui arrive à son aboutissement maintenant. C'est selon le même principe. Il n'y a plus de bien commun, il n'y a plus de valeurs communes, il n'y a plus de transcendance. C'est si ça me plaît, c'est bien. Je suis la mesure de toutes choses. On m'avait demandé un jour d'expliquer ce que je voulais dire par là. Mai 68 m'a appris que si ça me convient, c'est que c'est bien. Je suis la mesure de toutes choses. Ce qui est bien, c'est ce que je sens bien. Bon, la vie, c'est pas ça. Le monde, c'est pas ça. La société, c'est pas ça. Et on est au bout de ce système. On est au bout de ce système. Et nous en sortir, c'est retrouver les fondamentaux, retrouver les valeurs, se les réapproprier et se mettre à reconstruire. Il faut maintenant reconstruire. Et moi, je suis témoin quand même qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui se réunissent pour reconstruire un réseau de solidarité en distribution de nourriture, un réseau de solidarité en distribution de médicaments, par exemple, un réseau de solidarité en distribution de conseils divers. Une société nouvelle est en train de se reconstituer, de se reconstruire. Et voilà, il faut à toute société, quelle qu'elle soit, des valeurs communes. C'est à ça que sert la religion. La religion sert à relier les gens. Hein. La religion, c'est ce qui relie. Et on a on a voulu, enfin, à partir de la Révolution française, on a véritablement renversé ce qui était le programme des Lumières. Hein. On a renversé ce socle de valeurs communes qui était le christianisme. Et à l'heure actuelle, enfin, je ne veux pas dire que la France est en train de rechristianiser à la vitesse d'un cheval au galop, mais elle se rechristianise quand même. Moi, je vois par exemple dans ma paroisse, il y a de plus en plus de gens à la messe. Il va bientôt falloir 2 messes le dimanche parce qu'on on tient plus à l'intérieur. Il commence à y avoir des gens à l'extérieur. Et petit à petit, il y a une amorce de retour. Il y a eu des baptêmes d'adultes de plus en plus. Moi, je vois à l'issue d'énormément de conférences que j'ai faites, comme du temps que j'ai été à Égalité et Réconciliation, il n'y a pas toutes ces années où j'étais à Égalité et Réconciliation, il n'y a pas une conférence qui ne se soit terminée sans que quelqu'un vienne me dire
Madame Sigaud, grâce à vous, je me suis fait rebaptiser, je me suis fait confirmer, je vais au catéchisme, je me convertis. Et c'est alors que je ne parle jamais religion dans mes conférences. Je parle de mes conférences historiques. Donc, le fait de rétablir la vérité sur certains sujets remet les pendules à l'heure. Hein, c'est le titre d'une petite rubrique que je tiens maintenant qui s'appelle Marion Sigaud remet les pendules à l'heure. En remettant les pendules à l'heure, on permet aux gens de retomber sur leurs pieds, de retrouver leurs fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ce que la Révolution française a voulu éradiquer et détruire. Et les fondamentaux pour la France, pas que pour la France, pour l'Europe occidentale, c'est le christianisme. C'est le christianisme. Et j'ai relevé tout dernièrement qu'il y a eu même l'étonnement de la conférence épiscopale française, et vous l'avez très bien dit, de 2023-2024, 31% d'augmentation de baptême à la vigile pascale. Et ben voilà. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Oui, 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 oui. Et il y a des gens qui se baptisent en dehors de cette période. La vigile. Ouais, alors, là, justement, oui. En vous écoutant, j'ai l'impression que vous seriez d'accord avec ce que dit Michel Maffezoli, que nous arrivons à la fin de l'ère postmoderne. Oui. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas sociologue, alors je n'ai pas les compétences de ce monsieur, mais si ce qui veut dire et ce que je comprends, oui, c'est on est à la fin de quelque chose. On est à la fin d'un cycle, et à la fin de ce cycle, il y a quoi? On revient aux fondamentaux ou on tombe dans le trou? On tombera pas dans le trou. Hein. La vie est plus forte. La vie est plus forte. La vie ne se laissera pas. La vie ne se laissera pas éliminer comme ça. Je ne crois pas. Et je crois qu'il faut garder espoir dans l'être humain et dans sa conversion, malgré tout. Et je pense qu'aujourd'hui, là aussi, vous avez été profondément, je crois vous-même, personnellement marqué par tout ce qui s'est passé en mai 68. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, quel bilan en tirer? Est-ce que vous arrivez à dire il y a eu du bon à cette libéralisation, à cette évolution, ou aujourd'hui tout est acheté? Tout est acheté. Tout est acheté. D'abord, ça a été manipulé. Ça a été manipulé. Mai 68, c'est pas l'éclosion brusquement d'un désir qui aurait étreint toute la jeunesse, qui désirait que les choses changent. C'était manipulé. Moi, je les vois revenir. Hein, dans notre cours de récré, j'étais au lycée en 68. On les voit arriver, les pions qui étaient envoyés de l'extérieur et qui nous faisaient de la retape pendant la récré. Ils nous racontaient, ils nous parlaient de liberté sexuelle. On était complètement de liberté sexuelle. Ça nous passait là. Nous, on faisait pas l'amour, on n'avait pas de vie sexuelle, on était encore des je peux pas dire des présexués parce que évidemment toutes les filles pensaient aux garçons et tous les garçons pensaient aux filles, mais je veux dire on passait pas à l'acte, on attendait, puis brusquement on a des gens qui arrivent en disant mais vous vous rendez pas compte, vous êtes frustrés sexuellement, il faut absolument. On a été poussé à renverser les valeurs par des gens qui étaient absolument payés pour, c'est clair et net. C'est clair et net. Ça a été, on a été entrepris par des gens payés à ça. Alors, je vais vous expliquer une chose, je l'ai déjà dit à différentes reprises, mais je vais y revenir. Il y a eu, juste après mai 68, mais c'était encore en 1968, donc c'était vraiment encore dans l'année 68, mon lycée a organisé une conférence d'information sexuelle par un sexologue distingué qui s'appelait Gilbert Torgmann. Gilbert Torgmann, on l'appelait le pape de la sexologie française, imaginez. Il est venu nous faire une conférence au lycée, et on était vierges, moi je dirais à 95% dans cette, et on nous a montré le pourquoi, le comment, le dessus, le devant, le derrière, en couleur et tout. On était scotchés, on était, je peux pas dire indignés, on était suffoqués. On était suffoqués. Et puis le message, c'était allez-y. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a la pilule. Il y a la pilule, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Le seul risque, c'est effectivement le bébé pas voulu. Alors, vous inquiétez pas, il y a la pilule. Puis après, il y a eu l'avortement. Hein, bon. Mais c'est venu dans mon lycée. Dans mon lycée. C'est incroyable quand même. Et la directrice de mon lycée, dont je crois que c'était une dame très bien, hein, j'en garde le souvenir de quelqu'un de tout à fait responsable, ben, elle avait une hiérarchie aussi. Hein, elle a pas. Alors elle avait certainement la possibilité de dire non, mais pourquoi aurait-elle dit non si on lui explique que c'est bien, que c'est comme ça que ça se passe et tout. Et moi je suis en train d'étudier le livre de Patrick Buisson, Décadence, qui explique très bien les dessous de toutes ces affaires-là. Vous avez une franc-maçonnerie qui a décidé de tout renverser et qui emploie tous les moyens. Alors,
je vais dire et redire, redire ce qu'il y a absolument à savoir sur ce pape de la sexologie française. Il a sauté sur toutes les filles qui sont allées le voir. Et les filles qui allaient le voir, elles n'allaient pas forcément le voir parce qu'elles avaient des problèmes sexuels, puisque je vous dis, la plupart d'entre nous n'en avions pas. Mais on n'en avait pas encore, disons. Et, mais il s'était présenté comme l'oreille attentive, susceptible d'écouter le mal de vivre. Et puis, le mal de vivre, moi, j'en manquais pas. Hein. J'avais un père qui était déchaîné contre moi, qui essayait par tous les moyens de me faire rompre. Et il a réussi d'ailleurs à me faire rompre avec le garçon que j'aimais, qui était un garçon très, très bien. Donc, je suis allée voir le docteur Torgman comme on va voir quelqu'un qui peut nous écouter et tout. Il m'a sauté dessus. Il m'a sauté dessus. Il a essayé de coucher avec moi. Donc, il n'a pas réussi parce que je suis plus grande que lui et puis que je suis pas née de la dernière averse non plus. Mais je l'ai dénoncé à tout le monde et il a fait une carrière brillante, juste derrière, juste derrière, juste derrière. Il a la carrière médiatique du docteur Torgman a commencé après que je l'ai dénoncé. Après, je l'ai dénoncé alors à ma mère. Lâcher ma mère sur un truc comme ça, elle était parent d'élève, bon, ben elle a fait ce qu'il fallait. Mais je suis allée voir la directrice de mon lycée. Elle me dit quoi? Dit quoi? Elle dit mais il me semble bien que ma fille qui est allée l'autre jour, elle revenait avec une drôle de tête. Alors, je sais qu'elle m'a cru. J'ai prévenu le planning familial parce que par relation de voisinage, hein, parce que le planning familial, c'était pas notre truc. Mais enfin, en attendant, par relation de voisinage, maman connaissait le cadre du planning familial. J'avais donc son numéro de téléphone, je lui ai téléphoné. Et elle m'a cru, elle m'a entendu, elle m'a dit, c'est incroyable ça. Donc, tout le monde était prévenu. Et il a fait une carrière brillante, mais brillante, brillante. Pendant 20 ans, 30 ans, je sais pas exactement. Puis il est mort en prison quand même. Il est mort en prison pour viol, abus. Ah là là. Bon, alors, moi, quand on me demande le bilan de mai 68, c'est l'horreur, c'est-à-dire c'est le renversement des valeurs. Et quand on renverse les valeurs et qu'on n'en a pas de nouvelles à mettre, eh bien, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si on n'a pas un socle solide auquel se raccrocher, comment voulez-vous qu'on vive dans un monde où on peut remettre en question les valeurs tous les matins en fonction de l'humeur, en fonction de qui on a? On a besoin de solidité quand même, on a besoin de choses solides. On a besoin de choses solides. Moi, je pense que dans ma famille, où j'ai vraiment énormément souffert, j'ai eu un père qui était vraiment, enfin bref, ça, il aura été mon pire ennemi et jusqu'à la mort. Il m'a quand même passé un certain nombre de valeurs, donc je lui rends ce qu'il m'a donné. Mais je pense il a vécu ce qu'ont vécu beaucoup de gens à la sortie de la guerre, c'est que lui aussi, il a perdu ses valeurs, il a perdu son socle. Il a perdu son socle. Et je pense que mon père, qui était un homme ravagé d'angoisse, n'avait personne auprès de qui s'épancher. Il n'y avait plus de communauté susceptible, comme ça aurait été dans des villages, dans des paroisses s'il avait été pratiquant, parce que maman allait à la messe, mais lui, il nous accompagnait, et puis c'est des trucs de bonne femme. Il trouvait que la messe, c'était juste assez bon pour les bonnes femmes. Avec un mépris comme ça, c'est pas très valorisant. Légèrement Mais, fiché. il était désespérément seul et je pense que sa folie et sa méchanceté vis-à-vis de moi et toute la destruction qu'il a opérée vis-à-vis de moi, c'était le résultat de cette solitude absolument infernale. Donc, dans une société, il a été, je pense, victime avant moi. Voilà. J'ai été sa victime à lui, il a été victime d'autre chose. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Je pense que, par exemple, lui, il avait été élevé chez les jésuites, donc il avait reçu une éducation, tout ce qu'il y avait de plus chrétienne, et il a fait le pari au lendemain de la guerre, il a fait le pari que les communistes allaient arriver au pouvoir, alors il a dit, allez les filles, tout le monde à l'école laïque. Bah voilà, hein. Quand on veut que ses filles aillent à la messe et qu'on les met à l'école laïque, il y a comme une contradiction dans les termes. Hein. C'était l'un ou c'était l'autre. Alors, moi, j'allais au catéchisme le jeudi, mais j'allais à la communale le reste du temps. Et alors, j'ai avalé à l'école tout le discours anticlérical et tout le discours mensonger. Enfin, ça, et après, j'ai fait de l'histoire pour remettre les choses à l'endroit. Bon, enfin, voilà, tout ça pour dire que mai 68, ça a été le choc pour ma génération à moi, mais je pense qu'avant mai 68, l'arrivée des Américains sur la France et cette espèce de comment dirais-je, d'américanisation à outrance de l'Occident, ça a fait beaucoup, 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 beaucoup de mal également à la génération de mes parents. Ils étaient perdus également, ils étaient également perdus, certainement. Maman aussi. Voilà, alors à la génération dessus, bon, mes grands-parents, ils sont allés à la messe la première fois quand ils étaient petits, et puis ils ont fait leur dernière messe la dernière fois qu'ils ont pu tenir debout un dimanche matin, quoi. Ils n'en ont jamais raté une.
alors que chez moi, c'était différent. Mais quand on perd une pratique religieuse comme ça, on perd pas qu'une pratique, on perd une communauté, on perd un environnement. On finit par se retrouver tout seul. Ben, tout seul, on est perdu. On peut pas vivre tout seul. On a besoin de communauté. On a besoin de communauté. Et c'est ça que sont en train de. Moi, je vais à la messe dans la France profonde, hein, dans un trou perdu au milieu de nulle part, et l'église est pleine, et voilà, c'est une communauté qui est en train de se recréer. Pas toujours très simple, hein, avec des gens qui viennent d'horizons divers et de cultures diverses, mais bon, ça se fait quand même. Donc, Voilà. Donc, mai 68, zéro pointé. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur. L'horreur, l'horreur, l'horreur. alors peut-être que, je dirais maintenant, le terreau qui vient d'être placé va un peu nous pousser à expliquer, je dirais, la problématique que l'on vit actuellement. Et typiquement, aujourd'hui, c'était ma question suivante, constatons un découragement croissant, voire une démission des niveaux d'autorité, quelle qu'elle soit, éducative, Oui, oui. parentale, et je dirais aussi d'une implication civique. Des personnes sont découragées, ne vont plus voter, ne veulent plus s'engager, le bénévolat aujourd'hui n'a plus beaucoup de succès. Dans le fond, quelle est votre analyse là aussi à ce sujet? Est-ce que c'est dû à cet esprit mai 68, c'est mon bonheur, c'est moi, ou bien est-ce qu'il y a aussi d'autres facteurs, issus peut-être aussi de la Révolution, de l'esprit des Lumières, ou des choses comme ça? Moi, je ne crois pas que les gens soient démobilisés. Je pense il y a un glissement qui se fait entre tout ce qui est institutionnel et tout ce qui est para-institutionnel, qui est à la marge. Je pense que la France à la marge est en train de se constituer, elle est en train de se fabriquer, elle est très vivace, elle est très belle, et que ce qui est en pleine déliquescence, c'est tout ce qui est institutionnel. Tout ce qui est institutionnel. Et je crois vraiment que tout ce qui est institutionnel est pourri. Tout ce qui est institutionnel est pourri. Je pense que la France est pourrie de l'intérieur dans toutes ses institutions. Je ne crois pas que les gens arrêtent de voter parce que ça ne les intéresse plus la politique, c'est parce qu'ils savent que les dés sont pipés. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas vouloir aller voter quand ils ont compris que quoi qu'ils votent, de toute façon, c'est celui que le système a décidé de faire passer qui passera. Bon, moi, je ne crois pas une seconde, mais pas une seconde, et je n'y ai jamais cru, donc j'ai pas eu besoin de me réveiller là-dessus, que les Français ont élu un certain Emmanuel Macron, à quelque moment que ce soit. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a été élu au moment où, dans le goulot d'étranglement, il n'y avait plus que lui. Bon, donc voilà, il n'y avait plus que lui, et où la triche était relativement encore facile à faire, parce qu'il y avait plus que, il y en avait plus que, il y avait plus que lui et quelqu'un en face. Mais je pense que les Français l'ont éliminé dès le premier tour, dès la première fois qu'il s'est présenté, et que le système est fait en sorte que on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. Vous avez des machines à voter, vous avez des gens, vous avez des tricheurs, vous avez des gens qu'on peut payer à tricher, à mentir. Donc on nous impose des élus qui sont des gens que nous n'avons pas élus, et qui font des politiques en dépit, non, c'est même pas en dépit du bon sens, c'est systématiquement en contradiction avec ce qu'ils sont censés faire. Pourquoi voulez-vous que les gens continuent d'aller voter? Ça ne veut pas dire qu'ils sont démobilisés, ils sont démobilisés pour une certaine forme d'engagement. Mais au niveau solidarité, moi je trouve que non, les trucs se font bien, hein, les trucs se font bien. Moi, non, non, non. Moi, si j'ai besoin d'un coup de main, j'en trouve. Si je veux en donner, je vois également où. Je trouve pas que la France se soit désolidarisée. C'est plus les mêmes réseaux. C'est plus les mêmes réseaux. Au niveau politique, bon, ben, il n'y a pas qu'au niveau politique, il y a au niveau institutionnel. N'importe quelle institution, que ce soit, j'en sais rien, moi, la Société protectrice des animaux ou quoi, ou qu'est-ce, vous savez qu'à la tête, vous allez avoir quelqu'un qui est là parce qu'une loge l'a mis là. Bon, toutes les décisions sont prises en sous-main. Toutes les décisions sont prises en sous-main. Pourquoi voulez-vous que les gens continuent de se battre pour essayer de faire passer leurs idées si systématiquement on les empêche? Bon, mais vous savez, j'ai compris que la France n'était pas morte quand il y a eu les gilets jaunes. Alors on dit, ouais, les gilets jaunes, ça a été voulu par le système. C'est pas le système qui a rempli les manifs. C'est pas le système qui a rempli les manifs. Les manifs, j'étais à la première, puis je les ai toutes faites. Bon, la toute première, ça arrivait de tous les côtés. Moi, je sais, j'ai su par ma coiffeuse, et puis j'en ai parlé à ma boulangère, et puis on s'est tous retrouvés comme ça, et puis voilà, ça a été une réalité, que ça a été un réveil, ça a été un souffle qui est venu d'en bas, alors que des gens essayaient de tirer les ficelles pour en obtenir ceci ou cela, l'affaire est entendue, ça ne retire rien à la force et à la puissance de ce que le peuple français a exprimé à ce moment-là. Alors,
Est-ce que je suis optimiste sur la capacité de toutes ces bonnes volontés à se fédérer? Alors là, ça va dépendre des élites qui émergeront. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je prie le bon Dieu. Je prie le bon Dieu pour qu'on y arrive. Mais là, je ne maîtrise pas. Je ne Oui. maîtrise pas. Mais c'est pas parce que les gens ne veulent plus participer au système que c'est mauvais signe. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Mais là aussi, je me souviens, lorsqu'on osait prendre la parole en disant c'est important que ce petit peuple qui se sent mis sous l'oppression, qui n'est plus reconnu, puisse prendre la parole, puisse commencer. Et me semble-t-il que c'était dans un esprit très bon enfant. Moi, j'allais souvent voir ces mouvements des Gilets jaunes du côté du territoire de Belfort. C'était très bon enfant, comme ça se passait. Et je trouve que là aussi, on a très vite jeté l'opprobre. Enfin, le système a essayé tout de suite soit de marginaliser, soit d'étouffer, soit de minimiser le système. Mais même, je me souviens quand j'en discutais avec des confrères, ils me disaient ah mais tu ne peux absolument pas soutenir ça, c'est quand même pas normal, etc. On est quand même dans une démocratie, alors là aussi, je mets ça entre très grandes parenthèses. La bonne blague. Mais ce que je disais quand même, attendez, il y a des valeurs thomistes. Saint Thomas lui-même disait que contre des systèmes oppressifs, on a le devoir de résister à l'oppression. C'est une valeur théologique également, me semble-t-il. C'est d'ailleurs ce qu'a prétendu la Révolution française avant de massacrer les Vendéens et de massacrer les Lyonnais. La Révolution française a dit que la résistance à l'oppression est le plus impérieux des devoirs, le plus sacré des droits, le plus impérieux des devoirs. Tout le monde le dit. Absolument. Donc là, me semble-t-il, on a le droit de le répéter. Hein. Absolument, absolument. Mais alors, dans ce contexte-là, là aussi, et ça me fait très plaisir parce que je constate en effet que dans des milieux, je dirais d'entraide, de diaconie, quand on a besoin d'un coup de main, on fait un appel et des personnes viennent. Mais elles cherchent du sens. Elles ont besoin de à nouveau d'établir un tissu communautaire. Dans cette société, justement, qui est partie à l'individualisme, aujourd'hui, régulièrement, je dis, l'homme n'est plus créé à l'image de Dieu, mais on crée Dieu à l'image que je veux bien en donner. Donc, il y a quand même une inversion assez importante, me semble-t-il. Mais ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, et je reviens au début à cette valeur qui, pour moi, vraiment vous représente, prendre soin du plus petit. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions parce qu'on rencontre souvent des jeunes parents qui disent on se questionne sur le fait d'avoir un enfant dans le contexte actuel parce que crise sociale, crise écologique, crise politique, crise éducative, qu'est-ce qu'on va lui préparer pour un avenir? Et c'est vrai que parfois, on a des jeunes qui sont complètement déboussolés parce qu'on les maintient dans une espèce de peur panique d'un avenir complètement incertain et noir. Alors moi, j'ai plusieurs jeunes qui sont venus me dire ça, mais je les secoue comme des pruniers. J'ai dit, mais vous donnez exactement au système ce qu'il veut. On veut vous persuader qu'il faut pas donner la vie, et vous arrivez en disant, ah ben d'accord, je vais pas donner la vie parce que ça vaut pas le coup. Mais attendez, qu'est-ce qui vaut le coup à part donner la vie? Attendez, qu'est-ce qui vaut le coup à part donner la vie et la protéger? Comment ça? Alors, vos enfants, vous saurez pas les protéger, alors c'est mieux de les tuer, c'est ça? C'est mieux d'avorter? C'est mieux d'avorter? Allons. Le choix, il y a deux choix possibles. Il y a le choix de la vie ou le choix de la mort. Le choix de ne pas donner la vie, c'est également un choix de la mort. Moi, j'ai pas eu d'enfant, mais c'est pas faute de pas en avoir voulu. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. En 2 mots, j'ai voulu un jour mener à bien une grossesse que j'avais pas voulu. Tout le monde m'est tombé dessus pour que j'avorte, alors qu'on nous avait raconté que l'avortement, c'était un droit des femmes. Et moi, je peux vous raconter en large et en travers que c'est pas un droit, c'est une obligation morale pour fiche la paix à la société avec les problèmes qu'on pourrait éventuellement rencontrer, à avoir besoin de soutien, à avoir besoin de reconnaissance, à avoir besoin de coups de main, etc., etc. Donc, l'avortement n'a jamais été fait pour la libération des femmes, ça a été fait pour leur asservissement. Et au moment de cette dramatique constitutionnalisation du droit d'avorter, j'ai mis sur la toile un texte en disant je demande la constitutionnalisation du droit de donner la vie. Voilà. Avec les moyens afférents. Vous savez, si sur 100 filles qui vont avorter, même des mineurs, 100 filles qui vont avorter, parce qu'elles peuvent pas. Il y en a combien? Si on leur disait, dis donc, regarde, tu vois cette dame-là, ce couple-là, ils peuvent pas avoir d'enfant. Ils peuvent pas en avoir. Si cet enfant, tu le mettais au monde et que tu le leur confies, c'est-à-dire, ça restera ton bébé, mais tu le leur confies. Vous faites une parentalité commune. Ça sera ton bébé, c'est toi qui l'auras fait, tu donnes la vie, mais tu donnes à ces gens le bonheur de tout donner à cet enfant-là. Et l'État s'en occupe pas, hein. Exit les pouvoirs publics.
bien obligé de faire éventuellement un contrat, si vous voulez, mais pas de services sociaux, pas de machin, pas de trucs comme ça. De personne à personne. Il y en a combien qui seraient d'accord? On sauverait combien de bébés comme ça? Et on donnerait à combien de couples stériles le bonheur et la joie de pouvoir donner du bonheur et de la vie à un enfant, même s'il n'est pas le leur. Attendez, on aime un enfant parce qu'on l'aime, pas parce qu'on l'a fait. Mhm. On l'aime parce qu'on l'aime. Moi, j'ai aimé des enfants au-delà de toute raison, alors que je ne les ai pas fait moi. Je ne les ai pas fait moi. Donc, on pourrait très bien imaginer des solutions, qui ne seraient pas de la mort, et personne n'en envisage. Personne n'en envisage. Donc, une fille qui est enceinte alors qu'elle n'a pas voulu, il y a une seule case, c'est l'avortement. Non, non. Moi, j'ai connu une fille, elle n'a pas voulu avorter. Elle n'a pas voulu. C'était dans un village. Hein, tout le monde regarde. Le village, tout le monde regarde. Elle a dit non. Non, non. Elle dit j'ai fauté. J'ai fauté. C'était un homme marié. Donc, je suis coupable. Je ne vais pas le tuer. Puis elle a rencontré un gars bien qui l'a adopté. Puis elle nage dans le bonheur. Elle nage dans le bonheur. Comme quoi? Hein? Comme quoi? Hein? Il y a des Comme quoi? alternatives. Mais il y a toujours des alternatives. Le droit à avorter, c'est pas une alternative, c'est pas un droit, c'est une injonction. Mhm. Mhm. C'est une injonction. On donne aux femmes l'injonction de pas enquiquiner le monde avec leur grossesse. Elles avaient qu'à faire attention. Bon, bon, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mhm. Au niveau de l'histoire, alors c'est vrai qu'on très souvent, quand on étudie l'histoire, mais à partir déjà, notamment du Moyen Âge, on voit qu'il y a eu en permanence certaines crises. J'entends, il n'y a jamais eu de calme plat. Ah, Mais ça, c'est clair. c'est évident. Mais aujourd'hui, il semble quand même qu'il y a une particularité, je dirais la conjonction des crises. Crise religieuse, éducative, familiale, politique, Mais c'est la même sociale. chose puisque on n'a plus de socle de valeurs commun, donc tout fiche le camp. Mais On alors, n'a plus de socle commun. oui. Alors, c'est un petit peu aussi la question qui suit. Parce que pour moi, le cycle, je dirais, ce qui devrait relier, Religaré, vous parliez de la religion. Ouais. Comment et quel regard vous portez, parce que en même temps, vous êtes historienne, mais profondément pratiquante chrétienne, comment et quel regard vous portez sur l'Église depuis le deuxième concile du Vatican, où là, il y a eu, et beaucoup mettent en lien le concile Vatican II et mai 68, parce que c'était la date de son application pratiquement. Euh, Comment est-ce que vous voyez ça? Et là, est-ce que vous trouvez, parce que moi, ça m'intéresse en tant que prêtre, est-ce que vous trouvez que l'Église a quand même tenu son rôle de phare, de bouée de sauvetage, son rôle traditionnel dans des valeurs qui ne passent pas, ou est-ce qu'elle-même a été contaminée? Parce qu'on dit toujours que l'Église est envoyée au monde, mais qu'elle n'est pas du monde. Moi, je ne crois pas que l'Église a fait son devoir. Je pense qu'elle a dévié. Je ne pense pas que ce soit perdu. Je ne pense pas que ce soit mort. Mais à l'heure actuelle, je pense vraiment que l'Église n'est pas en bonne main. On m'a raconté récemment, j'ai été absolument effarée, une dame qui va voir un prêtre et qui lui dit, complètement affolé, que son fils a été détourné par un type et qu'il est parti, il veut quitter la maison, il veut aller vivre avec un homme. Enfin bon, cette femme arrive avec sa détresse et le prêtre lui dit, mais de quoi le droit vous jugez? De quel droit jugez-vous? Attendez, je juge pas. Elle vient dire ça souvent. Non, on n'a pas le droit de juger. C'est Dieu qui jugera. Elle est un homosexuel, c'est gna gna gna. L'homosexualité, c'est pas la norme quand même. Ah non, 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 mais il y a une validation. Il y a une validation au titre que qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous pour juger? Attendez, on peut quand même juger qu'il y a une norme et puis moi je ne juge pas les personnes, hein, je ne juge pas les personnes, mais enfin on a quand même le droit de s'exprimer sur un certain nombre de pratiques. Ben non, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. J'ai vu passer des trucs je crois que c'était du côté de Tours, où une paroisse organisait tout un week-end d'accueil des homosexuels dans les moi, j'ai des amis homosexuels qui étaient catholiques et pratiquants. Ben, ils faisaient pas état de leur homosexualité comme ça, quoi. Je veux dire, ils étaient pratiquants parce qu'ils y croyaient, ils étaient homosexuels parce qu'ils étaient comme ça, qu'ils y voulaient pas grand-chose. Après, leur pratique, c'est autre chose. Hein. C'est leur vie privée. Mais moi, j'ai eu un ami homosexuel qui se disait profondément catholique. Il allait pas aller dans des trucs comme ça en disant, si, si, rejoignez-nous. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Donc, l'homosexualité, on n'a pas à faire la promotion de l'homosexualité, ni dans l'Église, ni en dehors de l'Église. Et dans l'Église, elle y est quasiment. Elle y est quasiment, la promotion de l'homosexualité. D'ailleurs, on dit, alors je ne sais pas ce que ça a de véritablement authentique, mais enfin, j'ai lu le livre de Randy Engel, qui est une journaliste américaine catholique. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le rite de la sodomie, qui raconte l'entrisme des sodomites dans l'Église. Et elle dit que c'est absolument dramatique, que l'Église comme phare des mœurs à l'heure actuelle, j'attends que ça revienne. Alors, il y a certainement des grands prélats et des grands personnages dans l'Église. Hein. Je ne veux pas en nommer parce que je voudrais pas en omettre, mais il y a certainement à l'heure actuelle des prélats qui sont des gens absolument exceptionnels et de grande valeur et de grande qualité. Mais enfin, au sommet, on ne peut plus faire confiance à la boutique. Moi, non, 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 je ne peux pas me réclamer de ça. Je me réclame d'une tradition, je me réclame d'une tradition. Une tradition. Je me réclame de la religion je ne peux pas dire de mon père et de ma mère, parce qu'il faudrait sauter une génération, disons de mon grand-père, de mes grands-pères et de mes grands-mères, et de tous ceux qui étaient au-dessus. C'est de cette religion-là que je me réclame. Vous savez, nous, les Sigots, on est chrétiens depuis que les Francs ont mis le pied en Gaule. Hein. On est chrétien on est français et chrétien depuis qu'il y a une France et depuis qu'il y a des chrétiens. Donc, c'est cette tradition-là qui m'intéresse, c'est cette tradition qui a fait la France si belle, enfin, quand Et elle donc, était belle, parce que quel désastre, quelle destruction. On on a encore quelques restes. On a encore quelques beaux restes. On va les sauver. alors justement, par rapport à ça, qu'on m'a expliqué en même temps ce que vous expliquez et ce nombre de baptêmes qui augmente, qui a une rechristianisation. Oui, une rechristianisation. Moi, je me dis, théoriquement, enfin, dans l'ordre des choses, telle une famille, ça devrait être les parents qui transmettent les valeurs morales aux enfants. Et j'imagine donc, en extension et en comparaison par l'Église, ça devrait être le pape, les évêques, les prêtres ou les autres agents pastoraux qui devraient transmettre ça. Or, maintenant, est-ce qu'il y a peut-être une évangélisation qui se fait de la part de baptisés du ministère laïque qui se recherchent l'un l'autre au niveau de témoins parce qu'ils sont parfois justement déçus par le ministère ordonné? Alors ça, je ne saurais dire parce que moi, je vois là où je suis, c'est qu'on a un bon prêtre, on a eu de bons prêtres et ils ont leur importance, leur valeur. Je pense que ça passe quand même par eux. Ça passe quand même par eux. Mais regardez, moi, je suis marraine maintenant de plusieurs adultes que j'ai amenés, mais c'est parce que le prêtre avait l'estomac la puissance que ça s'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous Oui. raconter une anecdote. Je vais un jour à la messe dans une petite paroisse villageoise où la messe était tenue par des frères. Enfin, c'était tout ce qu'il y avait de plus Vatican II, hein, rien de la tradition. Et j'allais de temps en temps à la messe là parce que j'avais envie de retourner à la messe et puis parce que voilà. Et puis j'étais avec une jeune femme. Je m'approche à la sortie de la messe. Je m'approche d'un des frères là en dur là, et je lui dis voilà, cette jeune femme voudrait se baptiser. Alors il lui dit ah bah vous savez c'est comme ça. Il va falloir suivre des cours, et puis vous savez, hein, c'est compliqué. Enfin bon, il explique toutes les raisons qu'elle avait de passer à autre chose. Puis alors, il faudra faire partie d'un groupe, et puis bon, alors, oh, bon. Et puis, quelques temps après, je découvre la paroisse de Couloutre, où je vais maintenant, c'est-à-dire une paroisse traditionnelle, enfin que je ne connaissais pas à ce moment-là, et hop, j'y vais. Et à la sortie de la messe, je fais exactement ce que j'avais fait avec le petit frère. J'attrape le curé, je lui dis voilà mon père, il sort son calepin, il dit jeudi, est-ce que c'est bon? Alors, elle dit oui. J'ai dit est-ce que je peux venir aussi? Parce que moi, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Elle dit bah venez, venez. Puis ça a été la première des baptisés. Mais vous savez tout ce que j'ai amené à cette paroisse, vous pouvez pas savoir. Mais c'est parce qu'il y a un socle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Alors un an après, je recroise le petit frère. Il me dit vous m'aviez pas parlé d'une jeune fille? J'ai dit laissez tomber, c'est fait. Laissez tomber, Magnifique, c'est fait. Vous vous rendez magnifique. compte? Ouais, ouais. Il y a plus d'esprit. Enfin, s'il y a plus d'esprit conquérant, s'il y a plus ce désir de. Et dans cette paroisse hein, où j'allais quand même de temps en temps à la messe, il y avait des gens d'une sincérité et d'une d'une foi impressionnante. Mais si le prêtre est pas au niveau,
Si le prêtre n'est pas au niveau, ça ne se fera pas. Mhm. Donc, c'est pas la base pousse, mais si elle est mal encadrée, elle poussera nulle part. Elle Oui. poussera nulle part. Donc, il nous faut des bons prêtres. Vous savez, je fais une prière toutes les semaines. Je fais partie de la France Prix. Et dans nos intentions, c'est donnez-nous un bon pape, donnez-nous de bons prélats et donnez-nous de bons prêtres, beaucoup de bons prêtres. Voilà, Mhm. c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut des bons prêtres. Donc, je pense que sans euh, la base pourra pousser, tirer autant qu'elle veut. Si on n'a pas un bon encadrement, on n'ira nulle part. On Mhm. retombera dans les mêmes, on retombera dans les mêmes vices que ce qu'on fuit, c'est-à-dire je suis la mesure de toute chose, je le sens comme ça, etc. Il Oui, faut de la rigueur, il faut de la, même si de temps en temps la rigueur, on aimerait en avoir moins. Hein. On bien sûr. aimerait que Monsieur le curé soit plus souple, et ben il est comme ça. Voilà, on fait avec. Est-ce que vous portez un regard suspicieux, confiant, questionnant sur le rapport de la commission Sauvé? C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Alors là, écoutez, alors là, moi je vais vous dire ce que je sais de la pédophilie dans l'Église. S'il y a une institution qui a été passée au crible de l'enquête concernant ces mœurs, c'est bien l'Église. Alors, je sais par mon ami Judith Reisman, qui s'est vraiment penchée sur le sujet de façon extrêmement pointue. Je sais qu'une enquête a été diligentée à partir de l'Australie, je crois, ou de la Nouvelle-Zélande, enfin, quelque part à l'autre bout du monde, sur les crimes commis par l'Église en matière de mœurs. Cette commission a travaillé, je crois, pendant 20 ans. Elle est allée chercher absolument partout, mais alors d'une part en Océanie et puis également partout dans le monde. Et la conclusion de cette commission, c'est que 3,4% des prêtres ont des mœurs suspectes. On pourrait foutre la paix aux autres, accessoirement, de temps en temps. Est-ce que c'est la même chose chez les profs? Est-ce que c'est la même chose chez les juges? Est-ce que c'est la même chose chez les travailleurs sociaux? Est-ce que c'est la même chose dans les clubs de sport? On met l'accent sur l'Église, mais par malignité. On n'a jamais fait d'enquête sur les profs, comme on a fait des enquêtes sur l'Église. On peut savoir. Et Judith Reisman me disait, il y a des enquêtes, et elle me les a fait lire, hein, j'ai les références, hein, j'ai les références. Il y a des enquêtes qui ont été faites sur les abus sexuels par les profs aux États-Unis. C'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est épidémique. Et Judith me disait, la différence entre les profs et les curés, c'est que personne n'est obligé de mettre ses enfants au catéchisme alors qu'on est obligé de les mettre à l'école. Alors, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Moi, je veux bien. Alors, s'il y a des suspicions que des enquêtes soient faites et que des mesures soient prises, mais qu'on foute la paix aux uns si on ne veut pas aller chercher chez les autres. Mhm. Mhm. Alors, chez les profs, on peut savoir. Dans les clubs de sport, on peut savoir. Dans les foyers pour l'enfance, on peut savoir. Chez les juges, on peut savoir. Allons, allons, allons. Allons. Non, non, alors là, je ne crois pas une seconde à la véracité de ces trucs-là. Un rapport qui, au même moment où il arrive, il va être traduit dans toutes les langues. Non, mais oh. Non, faut arrêter. Tout ça, c'est de l'arnaque. Tout ça, ça fait partie de ce système de propagande absolument odieux qui décide que quand c'est l'Église, on peut y aller. On peut y aller. Ben non, moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre d'entendre systématiquement, mais c'est par souci de la vérité. Hein. S'il faut aller défendre n'importe qui ou qu'est-ce contre des fausses allégations, j'aurais la même colère, j'aurais le même désir de rétablir la vérité. Mais il en a marre qu'on continue de faire à croire qu'il y a plus de curés, il y a plus de curés pédophiles que de profs pédophiles. Non mais oh, d'abord il y a beaucoup moins de prêtres maintenant. Il y a tellement moins de prêtres maintenant qu'il y en a eu. Où ils sont les enfants? Où sont les pédophiles? Les pédophiles sont là où sont les enfants? Où sont les enfants? Où sont les enfants? Ils sont bien à la laïque, non? Ils sont bien à l'école laïque. C'est là qu'on les abuse. C'est là qu'on les abuse. Allons. Et alors, surtout dans les services sociaux. Alors là ça, c'est ma recherche. Hein. Ça, c'est ma recherche historique. Les services sociaux sont véritablement les fournisseurs. C'est la machine à fournir de la chair à abus sexuels. Ça, c'est les services sociaux. Et les services sociaux, contrairement à ce qu'on croit, parce que les services sociaux, avant, c'était les curés. Jamais, pas du tout. Pas du tout. Jamais. Jamais. Et les juges.
Les services sociaux, depuis qu'ils existent en France, 1656, c'est les juges laïcs. Laïcs. Et les curés, dehors. Et ça, 1656. Hein. Avril 1656. Alors là, je suis imbattable là-dessus. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une historienne. Parce qu'elle nous rappelle quand même ces choses-là, alors qu'on dit que c'est un phénomène très actuel. Et je pense que là aussi, ça doit quand même nous interpeller. Mais... Alors, ce qui est actuel concernant la pédophilie, c'est qu'on en parle. Parce qu'avant, ça existait tout pareil, mais on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Je crois, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages d'un monsieur pas du tout recommandable, et c'est rien de le dire, qui s'appelle Gabriel Matzneff, qui a bien expliqué, lui, c'est le pédophile revendiqué, fier de l'être, voilà, qui a fait toute sa carrière en écrivant des bouquins où il raconte toutes ces cochonneries. Et lui, il dit, on a eu tort de sortir du bois. Eh ben, il a raison. Il a raison, sauf que lui, il a été payé à sortir du bois et à faire en sorte que la pédophilie acquiert ses lettres de noblesse. Voilà, il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit ceci, cela. Et il a dit un jour, enfin, différentes reprises, on a eu tort, on était mieux dans la clandestinité. Il a certainement raison, parce que c'est ça qui les perdra. C'est ça qui les perdra. Mais les trafics pédophiles au temps de l'hôpital général, c'est clair et net. Moi, vous savez, j'ai fait des tableaux, je peux vous dire le nombre de gosses, alors je n'ai pas ça en tête immédiatement, mais le nombre de gosses qui rentrent, qui sortent et qui disparaissent, on ne sait pas par où ils sont passés. Attendez, c'est clair et net. Il y avait un trafic d'enfants sous l'Ancien Régime et ça passait par les juges laïcs, et pas seulement laïcs, anticléricaux, opposés à l'archevêque de Paris, ce grand et saint homme qui était monseigneur Christophe de Beaumont, un des plus beaux personnages. J'ai croisé en histoire quelques figures de prélats étonnants. Le sommet, le top du top du top, c'est monseigneur de Belzins à Marseille, le monseigneur de la Peste. Qui a du premier jour de la peste jusqu'à l'extrémité est allé soigner et s'est occupé de ses ouailles, enfin avec un héroïsme absolument étonnant. Même Voltaire a essayé d'en dire du mal à un moment donné. Il a dit non, là je peux pas. Bon, ça n'a pas empêché les jansénistes. Ça n'a pas empêché les jansénistes de cracher leur venin sur la fin de sa vie. Mais enfin bon, donc il y a ce personnage-là, monseigneur de Belzins, l'évêque de Marseille, qui est un des plus belles figures, une des plus belles figures de cette époque. Vous avez monseigneur de Beaumont, archevêque de Paris. Alors lui, c'est extraordinaire, un personnage hors du commun, comment dire, une grandeur, une générosité, extraordinaire. Et le troisième, auquel je pense, il y en a peut-être d'autres, mais je les ai probablement pas croisés, c'est monseigneur de la Motte, qui était l'évêque d'Arras, l'évêque d'Arras, enfin bon, oui, d'Arras, je crois, qui était celui qui a demandé l'amende honorable dans l'affaire du Chevalier de la Barre, dont ces salopards de libres penseurs racontent que c'est lui, si on a tué le Chevalier de la Barre, c'est un jeune homme de 19 ans qui a été tué pour prétendument ne pas avoir retiré son chapeau devant une procession. On l'a arraché la langue, on lui a coupé le poing, enfin, tout un tas d'atrocités inventées par Voltaire, qui n'ont jamais eu aucune réalité dans les faits. Et monseigneur de la Motte, au moment après le sacrilège qui avait été commis par ce jeune homme et ses copains, qui avaient été absolument odieux avec la population, il a demandé, il a fait une homélie dans laquelle il disait que ces jeunes gens avaient mérité les derniers supplices et on a dit, regardez, c'est lui qui a demandé les derniers supplices. Ils n'ont pas été jusqu'au bout de la phrase parce que monseigneur de la Motte disait, mais parce que, mon Dieu, nous savons votre, etc., nous vous demandons la grâce. Si on va jusqu'au bout de la phrase, il dit, je porte sur moi le péché, et il a traversé la ville d'Abbeville avec une croix dans les mains, pieds nus. Il a demandé, il est allé à Versailles, plongé aux pieds du roi pour le supplier de sauver ce jeune homme. Et après, on dit, regardez l'église qui fait mensonge. Le monseigneur de la Motte a été un personnage étonnant de grandeur, d'obstination au bien, c'est un grand prélat. Donc, sur le XVIIIe siècle, il y a trois évêques, dont un archevêque, qui sont des personnages qui forcent l'admiration. Et j'ai lu
en lisant le livre de Tocqueville sur la Révolution, il dit quelque part qu'il a commencé son étude de la Révolution plein de prévention contre le clergé et il a terminé son étude rempli d'admiration. Magnifique. Ah, Je ne ça fait. pourrais pas dire mieux. Je ne Ouais. pourrais pas dire mieux. Je pourrais pas dire mieux. Donc, quand on étudie l'histoire, toutes les horreurs qu'on dit sur l'Église, autant vous dire que c'est pas ce qu'on vous en raconte dans les livres non d'histoire. Mhm. De toute façon, des gens qui répètent ce que dit Voltaire, Voltaire, il était menteur par définition, c'était sa caractéristique, il était là pour mentir, hein, il était absolument diabolique. Donc, si vous retirez déjà tout ce que dit Voltaire, il ne reste pas grand-chose hein, pour dire du mal de l'Église. Enfin, il y a des gens qui prennent pour argent comptant tout et n'importe quoi. Quand on vous prend l'homélie de Monseigneur de Lamotte et qu'on coupe l'homélie au milieu, enfin, c'est même pas l'homélie, quand on coupe une phrase au milieu en disant voilà ce qu'il a dit et qu'on dit pas la fin de la phrase, c'est quand même un peu fort de café. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme Alors ça que ça là, se passe. aujourd'hui, et ça serait un petit peu, je dirais, mes questions, mes dernières questions. Si vous deviez vous adresser, parce que vous êtes conférencière, à des familles, à des parents, à des jeunes, à des personnes, je dirais même issues du clergé, qui sont dépités, qui ne croient plus en l'avenir, qui ne savent plus comment s'exprimer, par rapport surtout aujourd'hui, je dirais, à une autocensure. Ce qui veut dire quand on discute dans des cadres de porte avec certaines personnes, pratiquement tout le monde vous diront, je suis d'accord avec vous. Je partage votre questionnement, votre analyse. Mais par contre, quand je suis en public, je ne peux pas m'exprimer par rapport à ça, de peur d'être diabolisé, rejeté, etc. Alors, là aussi, vous parliez d'espérance au début de cet entretien. Comment redonner de l'espérance à ces personnes-là? Quel outil vous pourriez, en tant qu'historienne, en tant que conférencière, en tant que personne d'expérience, leur donner pour essayer de redynamiser un peu la chose? Moi, j'essaie. Il y a quelque chose que je dis très très souvent, que je dis depuis longtemps, et je pense que c'est pertinent. La plupart des gens qui me disent être désespérés, c'est parce qu'ils ont essayé de convaincre leur conjoint, leur papa, leurs enfants, les gens dont ils sont les plus proches. Ils ont essayé de les convaincre et ils n'ont pas réussi. Et de là, leur désespoir. Et je vous assure que c'est pertinent ce que je vous dis. On désespère de ne pouvoir convaincre. Et moi, j'ai envie de répondre quelque chose là-dessus. N'essayez jamais. N'essayez jamais de convaincre. La vérité, vous la lancez et vous quittez la pièce. Laissez-la faire son travail. Laissez-la faire son travail. Alors, pour ce qui concerne les parents, les parents, c'est plus difficile. Les parents, c'est normal qu'ils insistent auprès de leurs enfants, sauf jusqu'à un certain âge. Mais dans les relations, hein, à la fois avec conjoints, avec les meilleurs amis, n'essayez pas de convaincre. Vous n'y arriverez pas. D'abord, vous n'avez pas tous les arguments, donc il va vous en manquer au bout d'un moment. Ce que vous savez avec certitude, lancez-le et quittez la pièce. Ça fera son chemin. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte, d'abord, je vous ai dit qu'il y a des tas de gens qui sont venus me voir en me disant qu'ils étaient retournés à la messe, qu'ils s'étaient fait à l'issue de mes conférences. J'ai jamais essayé de convaincre dans mes conférences. Je balance le truc en disant voilà mes sources. J'explique pas, mais vous imaginez que si je ne polémique jamais. J'ai jamais polémiqué, jamais en public, jamais, 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 jamais. Je dis les choses avec accès aux sources autant que possible. Et je laisse les choses faire leur chemin. Donc, les gens sont désespérés parce qu'ils s'obstinent à vouloir convaincre. Laissez tomber, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps. Cherchez la vérité, dites-la et laissez-la faire son chemin. Et je vous assure que vous allez économiser énormément de désespoir et de nerfs. Vous allez économiser beaucoup de nerfs. Et on se désespère quand on se heurte tout le temps. Vous avez un argument, tac, on vous en donne un autre. Non. Si ce que vous voulez énoncer, vous le prenez pour une vérité, de toute façon, citez-en la source, expliquez comment vous le savez, et laissez la vérité faire son chemin. De toute façon, c'est l'Esprit Saint qui fait le travail. Nous, on balance, et après, ça suit. Je pense que c'est ça la réponse. La parabole du semeur? Ben voilà. Et oui. Ouais, 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 ouais. Mais je Et crois que puis, ça fait. faut faire à son petit niveau. Faut faire à son petit niveau. Mhm. On changera le monde par les petites choses. Toutes petites, toutes petites. Vous savez ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous? Je pense que c'est comme ça que
Un jour, j'ai fait une conférence dans un village, là, dans le coin, petit village, hein. Il y a un gars, alors j'ai parlé de la Révolution française. Il y a un gars, il est venu me voir à la fin. Il m'a dit, vous venez de bouleverser toute ma vision du monde. Je l'avais pas pris entre caddie en expliquant que si que là. J'ai énoncé. Il m'a dit, vous avez bouleversé toute ma vision du monde. Merci, madame. Moi, Ouais, j'étais content. ouais. J'étais contente. Ah ouais, on a rêvé. Non, puis je crois que si on peut justement donner une contre-position par rapport, non, on pourrait faire toute une émission et une interview sur l'aspect aujourd'hui d'une propagande des médias de masse où il n'y a plus, je dirais, la charte de Munich. Alors, on n'est plus du tout respecté, où on assure des contre-positions avec simplement exposer des choses pour que l'auditeur puisse se faire sa propre opinion. Aujourd'hui, on vous dit quoi penser, comment le penser et surtout ne quoi pas penser. Alors, attendez, non, attendez. Numéro un, pour pas désespérer, on coupe la télé déjà. Attendez, là, j'ai oublié. Non, attendez, le plus important, vous coupez la télé, vous coupez la radio et vous faites du feu avec le journal. D'accord? Le journal, c'est très utile pour faire du feu. Moi, j'ai une cuisinière à bois. Si j'avais pas le journal, j'arriverais pas à la faire démarrer aussi bien. Donc, non. Numéro un, ne pas écouter les médias. Ça, c'est là, j'aurais dû commencer par là. Et Ouais. ensuite, ne pas essayer de convaincre. Mhm. Et quand quelqu'un me dit quelque chose, je lui dis, t'as vu ça à la télé? Oui, ben laisse tomber. Ouais, c'est ça. Laisse tomber. Si c'est à la télé, je ne retiens pas. Ce qui ne veut pas dire que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas des canaux pour faire passer les mensonges. C'est d'ailleurs le plus dur, c'est de faire la différence entre la vérité et l'erreur. Hein. Mhm. Mhm. C'est, mon Dieu, donnez-nous comment ils disent les jésuites, là, le discernement. Ah, ah oui, alors là, c'est un gros, C'est le gros. discernement. Le plus dur, c'est le discernement. Et c'est ce qu'il faut demander au bon Dieu, c'est qu'il nous donne le discernement. Parce que la, tout mensonge se présente comme une vérité. Donc voilà, il faut faire le tri. Alors, déjà, on sait que la télévision, si c'était vrai, il ne le dirait pas. Donc déjà, on coupe. Déjà, on coupe. Les discours politiques, on coupe. Déjà, on fait le ménage. Et ensuite, je dis, on cherche la vérité quand on trouve quelque chose. Alors, il y a des vérités qui sont accessibles et des vérités qui sont inaccessibles. La vérité qui est accessible, c'est la vérité par rapport au mensonge. Ça, c'est une vérité qui est accessible. C'est-à-dire que quand vous avez réussi à démonter un mensonge, vous avez accès à une vérité. La vérité absolue, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Et la vérité absolue, pour des gens comme nous, elle relève de la foi plus que de la raison. Donc, la vérité raisonnable, c'est la vérité par rapport au mensonge. Celle-là, elle est accessible. Ça demande du travail, ça demande du discernement, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Et cette vérité-là, elle est accessible et on peut la communiquer. C'est Ouais, ce que j'ai fait avec Voltaire. C'est ce que j'ai fait avec Voltaire. ouais. Moi, on m'a dit, j'ai vu ces charognards de Wikipédia, ils disent que j'ai écrit un pamphlet sur Voltaire. J'ai écrit un bouquin avec 460 notes de bas de page, vous appelez ça un pamphlet, vous? Pas vraiment, non? Non, mais attendez, c'est quoi un pamphlet? Moi, j'ai rien contre Voltaire, il était peut-être très gentil dans l'intimité, j'en sais rien. Je démonte tous ces mensonges, c'est pas dur à démonter. Il y a qu'à lire ce qu'il a écrit. Il écrit à 3 heures un truc et à 4 heures un autre. Il suffit que vous avez les deux lettres et que vous les comparez, vous voyez bien que dans un des deux cas, il ment à l'autre. Ah oui, c'est clair, c'est clair. C'est d'une simplicité biblique de démonter Voltaire. Et ça, Marion Sigaud, ça fait, c'est une vérité qui est très accessible, la vérité relative. c'est Oui, ça. vous disiez. Ça fait pratiquement 1 heure qu'on est Ah, en ben oui, en train effet. de converser. Le temps passe vite, hein, quand on a des personnes de bonne compagnie telles que vous. Il est peut-être temps de conclure. Mais avant cette conclusion, peut-être une chose qui nous intéresse, quelle est votre actualité? Alors, vous avez dit, vous êtes en train de rédiger votre 11e ouvrage, votre 20e, 20e. 20e, pardon, 20e ouvrage. Et c'est quoi votre actualité aujourd'hui? Qu'est-ce qui compose la vie de Marion Sigaud? Toujours autant active? Je suis toujours autant active et j'arrive pas à avancer mon livre parce que je m'interromps sans arrêt pour faire une conférence, pour faire un truc, pour faire un machin. Donc là, non, mais j'ai quand même réussi à avancer. Je voudrais absolument terminer ce livre-là prochainement. Je sais pas quand. J'ai des conférences. Au mois de mars, j'ai eu, dois avoir 6 conférences. J'en ai jusqu'à 2 par 2, 4, 5. Enfin bon, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres. Je me suis un petit peu épuisé. Oh, ça va, hein, je suis pas morte, mais je me suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup fatiguée. Et là, je voudrais me rapatrier chez moi pour avancer la rédaction de mon livre. Parce que j'ai de la matière pour écrire des livres, plus qu'il n'en faut, et j'en suis plus à rechercher
des informations, mais les mettre en forme. Ouais. Et les mettre en forme. Alors, c'est la partie la plus jubilatoire du travail, mais c'est pas la plus simple. J'imagine, j'imagine. C'est Et pas la donc, plus simple. si on veut vous suivre, les réseaux sociaux, votre Alors, chaîne, j'ai un site qui s'appelle, j'ai un blog, marion-sigo.com, très bien. où je mets, dès que j'ai quelque chose, j'ai une chaîne YouTube, Marion Sigo officielle, qui est reliée à une chaîne Odyssée, mais enfin Odyssée, quand je fais 250 vues, c'est que j'ai fait un gros score, Mhm. alors que sur ma chaîne YouTube, j'arrive à faire des 15 000, 20 000, je vais même été jusqu'à 250 000. Donc Ouais, voilà, ouais. c'est autre chose, mais ça dépend des sujets. Et puis Mhm. j'ai l'impression que j'ai fait un truc récemment, là, j'ai fait une vidéo récemment sur l'avortement. Il y a un bandeau juste au-dessous en disant la loi en France dit que si, que si, que mi. À mon avis, il y a un doigt qui empêche qui empêche la. Attendez, vous vous Sans rendez doute. compte? Non, bon. Mais ça tourne quand même. Donc moi, mon but maintenant, c'est véritablement de sortir ce livre qui se veut la synthèse de tout ce que j'ai découvert en matière de pédocriminalité, de sexualisation des enfants, de tous ces mensonges qu'on nous balance, dans lesquels je vais être obligé de revenir, bien sûr, sur ma jeunesse et sur les. Alors moi, j'ai toujours dit mes erreurs de jeunesse et maintenant je commence à dire mes traumatismes de jeunesse parce que il y a eu mes erreurs à moi, certainement, je les assume, hein, je n'essaye pas de me cacher derrière quoi que ce soit, Mhm. mais Mhm. la vache, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce qu'on m'a mis quand même? Qu'est-ce qu'on m'a mis? Oh là là là. En tout Aïe, cas, aïe, aïe. en Aïe, tout aïe, cas, aïe. je crois que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je Vous suis en êtes la d'accord. preuve vivante. Et je crois que surtout, je peux vous dire un grand merci. J'aimerais dire aussi combien on a besoin de personnes comme vous qui pensent ce qu'elles disent, qui disent ce qu'elles pensent, qui font ce qu'elles pensent. Et je crois que ça, aujourd'hui, c'est cette cohérence qui bien souvent manque dans notre monde. C'est montrer une image et faire exactement l'inverse. Et je crois qu'aujourd'hui, si on a des fois la légitimité et les niveaux d'autorité qui sont mis à bien rude épreuve, c'est pas justement aujourd'hui, notre jeunesse demande une cohérence et une exemplarité. Oui, absolument, absolument. Oui, tout à fait. Oui, Ça, oui. aujourd'hui, ça manque quand même beaucoup, hein, l'appel. Mm, mm, mm. Oui, Donc, en tout cas, j'aimerais vraiment vous remercier. J'invite nos internautes à ne pas hésiter à écrire vos commentaires, peut-être à poser des questions à Marion Sigaud sur cette chaîne ou sur sa chaîne. En tout cas, je vous invite également à consulter ses réseaux sociaux. Vous verrez, vous allez en devenir beaucoup plus éveillé, beaucoup plus intelligent. Mais là aussi, le réveil, parfois, peut être très rude quand on commence de voir exactement ce qui se passe. Je vous souhaite en tout cas, cher Marion Sipo, le meilleur. Je me confie merci, à mon votre père. prière et puis je prierai. Pardon? Je me confie à votre prière et puis je prierai également pour vous parce que vous faites un réel ministère de réveil des consciences et puis que le Seigneur vous donne véritablement longue vie et beaucoup d'énergie. Et Merci. puis, on se retrouve prochainement et comme d'habitude, que celui qui a des oreilles entende.